un des chercheurs avait trouvé une bactérie qui était naturellement présente sur les moules, donc qui est consommée par l'être humain depuis des millénaires. On est parti de l'hypothèse que cette bactérie-là, lorsqu'elle est appliquée sur des denrées alimentaires, pourrait tuer Listeria. Lorsqu'on détecte Listeria, il faut détruire la totalité des produits. Et puis, s'il y a eu un rappel, c'est une atteinte à la réputation énorme pour l'entreprise. Donc, on est certain qu'on va apporter une solution très, très importante. Laura Boivin, vous êtes la présidente directrice générale de Fumoir Grizzly, une entreprise qui s'est distinguée dans l'industrie de la transformation du poisson au Québec. Sous votre direction, Fumoir Grizzly a non seulement innové dans ses méthodes de production, mais a également renforcé sa position sur le marché. Madame Boivin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt. Et peut-être, Madame Boivin, avant de commencer, Fumoir Grizzly, c'est un acteur incontournable dans le domaine de la transformation du poisson. Est-ce que pour notre audience, vous pourriez peut-être prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour bien expliquer concrètement ce que vous faites? Parce que les gens qui sont peut-être un peu moins dans cette catégorie-là vont, à mon avis, en apprendre beaucoup. Alors, Fumoir Grizzly, c'est une compagnie qui existe depuis 1991. Et on était spécialisé au départ dans la production de saumon fumé. Il y a des leaders, c'est-à-dire que c'est nous qui avons les premiers lancé la production de saumon fumé sur le territoire canadien. On est encore l'un des plus gros fumoirs au Canada aujourd'hui. Maintenant, depuis plusieurs années, on a développé aussi d'autres produits, donc des produits de tartare, des produits de galettes de burgers. Tout est fait à la base de poisson, évidemment, dans notre usine. Nous avons aussi des tartares de thon. Actuellement, notre usine emploie entre 80 et 100 employés, dépendamment des périodes d'année. Et puis, on est situé dans le parc industriel à Saint-Augustin-de-Desmaures, donc à quelques kilomètres de la ville de Québec. Nos produits sont commercialisés dans 2 marchés très distincts, donc ça me surprendrait. Il y a plusieurs d'entre vous qui avaient probablement dégusté nos produits qu'ils ne savent pas, parce que nous sommes dans la plupart des restaurants, dans le réseau de distribution. Et l'autre marché est évidemment dans le marché du détail, donc dans toutes les chaînes d'épicerie, épicerie indépendante aussi. On y commercialise, probablement vu nos emballages, là, avec des ronds. Souvent, c'est la forme qu'on nous reconnaît. On y commercialise les saumons fumés, du coraux, de l'Atlantique, de la truite, du sockeye sauvage et puis des tartares. Donc, nous travaillons activement encore en recherche et développement. C'est un peu notre modus operandi. C'est tous les jours de notre vie, nous, c'est de développer des nouveaux produits, essayer d'innover pour pouvoir donner plus de choix là, au consommateur final. Et vous, de votre côté, Madame Boivin, j'ai pu voir que vous avez repris l'organisation, si je ne me trompe pas, en 2010. Mais avant ça, vous aviez une longue carrière dans le domaine du droit. Je pense que spécifiquement, c'était dans le droit des affaires. Vous avez été beaucoup dans le domaine des acquisitions, tout ça. Peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de cette carrière-là et nous dire tranquillement les apprentissages que vous avez faits qui vous ont peut-être amené à mieux comprendre le monde des affaires et ultimement faire le grand saut et de devenir entrepreneur, de devenir dirigeant. Effectivement, j'ai été reçue au barreau en 1989. J'ai fait un bac en droit ici à l'Université Laval. J'ai pratiqué comme avocate de plus de 22 ans. Maintenant, dans les premières années de ma pratique, j'étais concentrée plus en droit civil et puis, la vie a fait en sorte que j'ai commencé à pratiquer en droit corporatif. L'une de nos fonctions était de faire ce qu'on appelle des réorganisations corporatives, c'est-à-dire de l'achat-vente d'entreprises. Par exemple, vous voulez racheter les actions de votre frère ou intégrer vos enfants ou de faire des conventions d'actionnaires, etc. Donc, c'est un peu notre rôle. On est un trio habituellement. Il y a un comptable, un fiscaliste et un avocat dans ce trio-là. Alors, moi, j'étais l'avocat qui s'occupait de faire les contrats, etc. Et mon conjoint, qui est Richard Guay, qui est aussi partenaire avec moi chez Grizzly, est fiscaliste de formation chez Gagnard et Associés ici à Québec. Et donc, ensemble, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'avais mon bureau d'avocat avec mon associé qui avait étudié avec moi à Laval, ici à Québec. Puis, c'était le cas jusqu'en 2010. Dans le cadre de ma pratique, évidemment, j'étais appelée à côtoyer des directeurs généraux d'entreprise, des présidents d'entreprise et donc à apporter du conseil. C'est clair que vous vouliez congédier quelqu'un, employer quelqu'un, un problème de contrat, c'était à moi qu'on se référait pour ce type de solution-là, si on veut. Et puis, de fil en aiguille, j'ai considéré que peut-être je serais bien d'aller plus dans l'entrepreneuriat que dans le droit.
en pensant que mon expérience comme avocat pouvait me servir là, à diriger une entreprise comme Grizzly. Et bon, je pense que l'histoire est assez intéressante. Votre conjoint était investisseur chez Fumoir Grizzly. Par la suite, il y a eu une opportunité de rachat. Vous êtes devenue présidente. Peut-être vous voulez nous parler un petit peu de ces différentes discussions-là qui ont eu lieu au début, littéralement, des années 2010 et nous dire comment tout ça s'est mis en place? Parallèlement à ma pratique en droit, moi, je suis retournée à l'université, puis j'avais commencé une maîtrise en droit de l'entreprise qui a fini en MBA en gestion parce que je trouvais intéressant là, la direction, le management d'une entreprise. Et puis, mon conjoint, lui, est impliqué dans la vente à titre de fiscaliste, dans la vente des actions de Fumoir Grizzly. Et de fil en aiguille, un homme qui avait investi chez Grizzly a voulu retirer ses investissements. Et donc, Richard, mon conjoint, voyant que l'entreprise était quand même une entreprise florissante et qui allait bien, qui était très intéressante, avait décidé d'investir à la place de cette personne-là. Et puis, il est resté ici dans l'entreprise à titre de partenaire silencieux, parce qu'évidemment, Richard est un fiscaliste et non pas du tout un producteur de saumon. Il connaissait absolument rien, tout comme moi. Mais il trouvait que l'entreprise est intéressante, puis surtout que le manager qui était ici, M. Pierre Fontaine, était une personne très enthousiaste et quelqu'un qui était très productif, mais qui, somme toute, au bout de la ligne, était rendu à 63 ans quand même, sans relève. Alors, la personne qui avait aidé Richard à acheter les actions dans un premier temps a appelé lui Richard un bon matin, puis lui a dit, écoute, tu devrais faire un offre à Pierre et racheter ses actions, parce que Pierre... évidemment, arrive à besoin de transfert d'entreprise, etc. Puis, Richard de répondre, écoutez, merci beaucoup de votre suggestion. Maintenant, il me faudrait des sous pour le faire, puis je suis encore en train de racheter vos actions de la première fois. Alors, cette personne-là nous a accompagnés. Il a dit aussi à Richard, écoute, toi, tu n'es pas nécessairement le meilleur pour diriger cette entreprise-là, mais ton épouse, elle ferait un bon travail. Donc, c'est comme ça que ça a littéralement commencé, à savoir que cette personne-là nous a aidé à acquérir les actions de Grizzly, qu'on a rachetées, qu'on a repayées, qu'on a remboursées par la suite entièrement là, dans les années qui ont suivi. Et puis, je suis venue ici prendre les rênes de l'entreprise en compagnie de Pierre Fontaine, le fondateur, qui, lui, est resté là, près de 18 mois avec moi là, pour me former sur l'entreprise, puis surtout sur le saumon. Parce que je connaissais strictement rien au saumon. Il faut connaître le produit, là, on n'a pas le choix. En fait, le nerf de la guerre, souvent chez Grizzly, c'est les approvisionnements, parce que ça coûte très cher, les approvisionnements. Et puis, aujourd'hui, ma fille travaille avec moi aux approvisionnements de saumon, mais à l'époque, c'est toujours en relation là, avec la direction générale, puisque les investissements sont tellement élevés que ça nécessite des discussions et des négociations qui sont importantes pour l'entreprise. J'en doute pas. Donc, c'est moi qui s'en occupais. Là. Il vous a accompagné pendant 18 mois. Est-ce que c'était assez pour bien comprendre l'entreprise? Est-ce que vous auriez aimé qu'il reste peut-être un petit peu plus longtemps? Comment tout ça s'est fait avec le fondateur? J'ai l'habitude de dire que j'étais dans une situation de double ignorance, c'est-à-dire que je ne savais pas que je ne savais pas. Dans le sens que puis des fois, la vie fait en sorte que c'est aussi bien comme ça, parce que peut-être si j'avais été au courant de tout ce que ça impliquait comme connaissance, peut-être que je ne l'aurais pas fait à cette époque-là. Je pensais que, en tant que personne qui conseillait des dirigeants d'entreprise comme avocate, j'avais suffisamment de connaissances pour pouvoir gérer l'entreprise Grizzly. Faut savoir que l'entreprise Grizzly, c'est une entreprise qui part d'une matière première qui est totalement un poisson rond, qu'on appelle éteinté viscéré, qui a glissé en usine, puis on l'amène sur les tablettes de l'épicerie ou dans le restaurant, ce qui fait que on a la totalité de la chaîne de valeur, à partir de la production jusqu'à la commercialisation, le marketing, les ventes, le contrôle de qualité, la production, tout y est ici. Et donc, ça nécessite quand même des connaissances très larges pour pouvoir travailler de façon transversale avec chacune des équipes de l'usine. Et moi, je ne savais pas ça, puis je ne savais pas non plus qu'au niveau du contrôle de qualité, toutes les questions relatives à la sécurité alimentaire étaient des éléments très importants dans un secteur d'activité comme le nôtre. Ce qui fait que, effectivement, 18 mois, c'est quand même pas très long, mais évidemment, je vous rappelle que parallèlement à ça, je faisais aussi un MBA en gestion à l'Université Laval, donc c'était les deux ensemble combinés, technique et pratique. Évidemment, ça m'a permis d'acquérir. On en acquiert tout le temps là, des connaissances qui nous amènent à mieux diriger, j'imagine.
un apprentissage au jour le jour. C'est quoi qui vous a le plus surpris avec cette entreprise-là dans ses départs? Parce que, bien entendu, vous rentiez dans ce qu'on pourrait considérer de l'inconnu ici. Donc, on sait qu'on ne sait pas, on sait qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et quelles ont été peut-être les plus grandes surprises? Parce que tout de même, vous avez, j'imagine, Madame Boivin, dans votre carrière, jusqu'à maintenant, côtoyé énormément de chefs d'entreprise dans ses achats d'entreprise, dans ses acquisitions, dans ses fusions. Qu'est-ce qui vous a surpris littéralement de cette entreprise quand vous êtes arrivé? J'étais pas au courant de tout le secteur du saumon. Tous les achats de saumon, les acquisitions de saumon, c'était vraiment... je savais même pas qu'il y avait plusieurs espèces de saumon parce que j'étais pas nécessairement une fan de saumon. En ce qui me concerne, j'aimais pas le saumon, j'en mangeais pas. Et puis, en fait, j'avais un petit paquet de trucs qu'on achetait là à l'époque dans un petit marché indépendant. Puis c'est tout. Je mangeais ça avec plein d'oignons, plein de carpes, puis un petit citron pour être sûr que ça goûte pas trop le poisson. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais Grizzly, parce que Grizzly, ça goûte pas le poisson. C'est vraiment du poisson frais. C'est vraiment très bien traité, donc pas trop salé. Donc, c'est pour ça que j'aimais l'entreprise Grizzly aussi. Et puis, ça, c'était quand même un bon bout de chemin à faire. Puis l'autre chose, c'est que je parlais pas du tout anglais. Comme avocate à Québec, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. J'ai grandi à Métabetchouan, puis j'ai pratiqué à Robertval. Donc, je comprenais que l'anglais, c'était pas nécessaire à ma vie. Et alors que chez Grizzly, il a fallu que je l'apprenne rapidement. Fait que c'était vraiment beaucoup d'apprentissage pour moi. Fait que tout ça fait en sorte que, évidemment, la production, les sortes de saumon, apprentissage d'une nouvelle langue, parce que c'est moi qui devais prendre les rênes pour négocier les achats de poissons. Puis, évidemment, les achats de poissons se font aux États-Unis, se font au Chili, donc tout en langue anglaise. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup d'apprentissage. La première année que je suis arrivée ici, j'ai passé 10 jours en Alaska avec notre courtier avec qui on fait affaire depuis plus de 20 ans pour acheter le saumon pour notre année, le saumon sauvage, le sockeye pour notre année. Puis j'ai passé 10 ans dans des usines là-bas à visiter, à pas comprendre. Parce qu'il y a tout un langage aussi qui est relié là, à des secteurs d'activité. On parle de VPAC, de trim-C, toutes sortes de vocabulaire que je connaissais même pas, même si c'était pas parlé en anglais. Il fait beaucoup de bruit dans les usines. Tout ça, c'était terriblement nouveau pour moi. Donc, c'était tout un choc. J'en doute pas. J'en doute pas. Et bon, il y a quelque chose d'assez intéressant qui a été fait de votre côté au niveau des innovations. Le développement, et pardonnez-moi de la manière que je vais le prononcer, du BACM 35, donc un bio-ingrédient anti-listeria. Peut-être vous pourriez décortiquer en profondeur à notre audience cette innovation que vous avez faite qui a été littéralement, de vos propres mots, vous m'avez dit avant le podcast, révolutionnaire pour l'entreprise, pour l'industrie en général. Peut-être vous pourriez expliquer un petit peu plus à l'audience qu'est-ce qui s'est déroulé ici, qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, Fumoir Grizzly, c'est une PME. Donc, on n'est pas une multinationale, là. On est une petite entreprise située à Saint-Augustin-de-Nemours. Donc, pas avec des moyens financiers très élevés. Par contre, une des façons d'effectuer de la recherche et développement et d'arriver à des bons résultats, c'est de s'associer à des institutions d'enseignement. Ce qui était le cas de Fumoir Grizzly. On s'est associé à l'Université Laval, ici à Québec, à la faculté de transformation alimentaire, et puis avec des centres de recherche, en l'occurrence Mérinov. Puis, un des chercheurs de Mérinov avait trouvé une bactérie qui était naturellement présente sur les moules, donc qui est consommée par l'être humain depuis des millénaires. Et cette bactérie-là, on est parti de l'hypothèse que cette bactérie-là, lorsqu'elle est appliquée sur des denrées alimentaires, pourrait tuer Listeria. Pour votre information, Listeria, c'est une bactérie qui est naturellement présente dans notre environnement, mais qui aussi peut survivre dans le milieu alimentaire parce que on est aseptisé. Nous, dans les usines, on est aseptisé, on nettoie tout est avec des degrés d'assainissement considérables, ce qui fait qu'une bactérie comme Listeria, qui est faible habituellement, peut survivre dans des milieux comme le nôtre. Ce qui représente un problème. Vous avez peut-être vu passer là, des rappels très importants relativement à Listeria, parce que Listeria, lorsqu'on la trouve sur des aliments, ça va jusqu'à tuer du monde. Puis, c'est des problèmes de santé importants qui peuvent en découler, surtout pour ceux qui ont des systèmes immunitaires déficients ou des femmes enceintes, par exemple. D'ailleurs,
Vous vous rappelez, il y a eu un rappel important là, récemment là, avec le lait de soya, si ma mémoire est bonne, et des choses comme ça. Oui. Vous voyez, ça fait peur aux gens, malheureusement. Donc, puis nous, dans le saumon fumé, comme on vend des produits qui sont prêts à la consommation, puis les produits qui sont prêts, qui ne seront pas retransformés par le consommateur final, ben malheureusement, la listeria peut être présente, même si, on s'entend, la législation canadienne est très, très sévère à cet égard-là. Puis listeria est vraiment, vraiment très vérifiée par tout le monde, inspectée. Ce qui fait qu'il n'y a pas de danger. Je règle générale, le consommateur final n'a pas à s'inquiéter du danger, mais c'est beaucoup de pertes pour aussi les entrepreneurs, pour les usines de transformation, parce que lorsqu'on détecte listeria, il faut détruire la totalité des produits. Et puis, s'il y a eu un rappel, c'est une atteinte à la réputation énorme pour l'entreprise. Donc, même si on contrôle très bien cette bactérie-là, reste que lorsque c'est découvert, ça crée des dommages au niveau de la santé publique puis aussi au niveau de l'entreprise. Donc, listeria, nous, on savait que c'était un problème, puis on s'est affilié à l'université, puis à Mérinov, le centre de recherche, pour pouvoir développer ce bio-ingrédient-là. On a l'homologation de Santé Canada depuis 2016, l'application sur le saumon fumé ici au Canada. On attend les homologations pour les autres secteurs d'activité, parce qu'on sait que ça fonctionne sur les salades, les mets préparés, on sait que ça fonctionne dans tous les autres secteurs d'activité, mais il faut en faire la démonstration à chaque fois. Et puis, on a eu aussi l'homologation pour l'utilisation sur le territoire états-unien, donc pour le domaine du poisson. Donc, actuellement, on est à commercialiser notre bio-ingrédient sur le territoire des États-Unis, territoire canadien dans le secteur du saumon fumé, dans l'attente des autres secteurs d'activité. Et puis, on peut aussi le commercialiser sur le territoire européen. Donc, on sait actuellement que la tendance, le sel, les produits chimiques et tout ça, on n'en veut plus dans nos aliments. Les gens sont de plus en plus conscients de ça, la tendance à l'alimentation. Nous, on parle ici d'un bio-ingrédient. C'est comme une probiotique. Hein? Donc, nous, comme consommateurs final, on est habitués de le voir, puis ça n'a aucun effet sur les produits. Donc, on pense, puis on est certain qu'on va apporter une solution très, très importante au secteur de l'agroalimentaire avec notre bio-ingrédient. Puis, pour tout vous dire, on a des grands projets de recherche et de développement actuellement avec encore des chercheurs de l'Université Laval, Dr. Fliss, et le CRBM, le Centre de recherche en biomarine de Rimouski, pour développer d'autres bio-ingrédients à partir de nos précédentes recherches. Et au niveau commercial, comment ça impacte un petit peu l'entreprise, l'organisation de faire ces trouvailles-là ici? Comment que ça peut l'aider? Bien, en fait, Grizzly, évidemment, d'aucuns pourraient croire que c'est une distraction pour l'entreprise Grizzly, parce que vous avez compris que le core business de Grizzly est la production de saumon, de poisson. Ouais. Et là, on parle d'un bio-ingrédient anti-listeria. Donc, c'est sûr que d'aucuns pourraient croire qu'il s'agit d'une distraction pour l'entreprise Grizzly. Dans le fond, il faut quand même focaliser sur les activités de l'entreprise. Maintenant, Grizzly, il m'apparaît que Grizzly, travaillant au niveau de l'intérêt public, travaillant au niveau de la santé publique, dans un intérêt général, étant donné une entreprise responsable et socialement responsable. Donc, la réputation de l'entreprise Grizzly s'en trouve certainement bénéficier de ces secteurs de recherche-là. C'est clair que c'est des longs, c'est beaucoup d'investissements, mais on est tellement convaincus qu'on apporte une solution importante que ça vaut le coup pour Grizzly de pouvoir de continuer à dépenser d'énergie et des sous dans ce secteur d'activité-là. Ben oui, puis j'imagine que bien entendu par la suite, on peut faire. Parlez-nous, des gens peuvent nous inviter, on va en savoir un petit peu plus. Donc, bien entendu, également, au-delà de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose qui va aider, bien entendu, votre catégorie, ça peut vous donner un petit coup de main au niveau de la visibilité. Oui. On a parlé également récemment, vous et moi ensemble, Mme Moivin, que pour passer à une autre étape en termes d'entreprise, vous deviez revoir un petit peu votre infrastructure parce que, bien entendu, vous êtes capable ultimement de desservir un nombre maximal de clients, un nombre maximum également de commandes. Donc, vous deviez revoir un petit peu vos infrastructures. Peut-être vous pourriez nous parler de l'évolution de vos infrastructures en interne depuis que vous avez repris
en charge d'entreprise. Comment tout ça a changé à travers les années? Chaque année, nous, on fait une planification stratégique chez Grizzly. Puis ce qu'on a décidé en équipe, on a découvert ensemble qu'on était vraiment axé sur l'innovation. Nous, ce qu'on voulait, c'était développer des nouveaux produits. Puis, ça faisait partie tellement de notre ADN qu'on a même décidé de le remettre dans notre mission d'entreprise, puis dans la vision pour que tout le monde, on travaille ensemble dans le même point. Fait que l'innovation, c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez nous. Et puis, évidemment, ça amène toute une modification aussi au niveau de l'infrastructure de l'entreprise, dans le sens que si on fait du saumon fumé seulement tous les jours, évidemment, les opérations sont habituées d'aller dans ce sens-là. Ça fait 30 ans qu'on en fait, plus que 30 ans, depuis 91. Alors, c'est clair que dans nos infrastructures, les équipements et tout le fonctionnement quotidien de l'entreprise, c'est facile. Maintenant, on veut intégrer des tartares, on a intégré des pokies, on a intégré des burgers, on a intégré ce qu'on appelle des filochés de saumon. Et donc, ça a amené d'autres modifications, des achats d'équipements, toute une modification de la structure interne aussi de l'entreprise. Et tout ça s'est fait sans nécessairement avoir à pouvoir changer de lieu pour nos productions. Et comme n'importe quelle entreprise aussi, on a eu à faire face à une pénurie de main-d'œuvre, clairement. Bien sûr. Donc, par exemple, si on prend le tartare qu'on a développé, on a gagné plusieurs années, je veux dire 8-9 ans de ça. On était les premiers là, à sortir un tartare. Là, si on recule, là, maintenant, on peut en trouver partout au restaurant. Il y en a plusieurs sortes à l'épicerie, mais on a vraiment été les premiers à sortir un tartare. Et puis, on avait gagné un prix innovation là, au CIAL Innovation à l'époque avec le tartare. Mais le tartare, on a commencé avec une petite machine, vraiment tout petite, ici en usine. Puis on a appris, il y a un coût à l'expérience, je dis toujours ça, mais on a appris de fil en aiguille comment faire pour avoir une bonne qualité de produit. Et puis, je me souviens, cette machine-là, je peux vous le dire, elle a coûté 34 000 $. Elle a été repayée beaucoup. Elle a été repayée beaucoup parce qu'on l'avait acheté en disant, OK, on y va, on s'essaye, on va partir ça, nous. Notre but étant, on se disait, si on a, nous, de la pénurie de main-d'œuvre, ben ça se peut très bien que nos clients, restaurants, aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, on leur amenait un produit qui était déjà fait, donc qui ne nécessitait pas de manipulation dans le restaurant. Donc, on a commencé avec ça, mais là, écoutez, plus ça allait, plus on en faisait, puis là, on portionnait ça à la main. On n'avait pas nécessairement... Vous savez, dans une usine comme la nôtre, il faut séparer les opérations pour éviter justement les contaminations et tout ça. Fait qu'on ne peut pas faire du cru avec du cuit, etc. Donc, ça demandait énormément de manipulation. Ce qui fait qu'en 2020, oui, on a décidé d'automatiser entièrement cette portion-là de nos activités. Et on a commandé des équipements. Maintenant, tout est fait automatiquement ici en usine. On portionne, on a fait faire des équipements sur mesure. On a travaillé avec des entreprises ici, je peux le dire, avec, mettons, Leclerc Robotique, qui ont inventé des équipements littéralement pour nous, pour pouvoir fabriquer produire nos saumons, nos tartares. Et puis, on a automatisé le portionnage, on a automatisé l'emballage. Tout a été, maintenant, on est en flot continu, puis on a une ligne de production automatique sur le tartare. Et avec une qualité qui est exceptionnelle, là, on a réussi à atteindre des degrés de qualité. Tout est précisément monitoré, les températures et c'est vraiment très beau à voir, de sorte qu'aujourd'hui, on a comme augmenté notre capacité de production à 300% dans ce produit. Oh, wow! Ouais. Et puis, je vous parle des tartares, mais c'était la même chose pour la ligne de production de burgers de saumon. On a des beaux burgers de saumon, on a gourmet, puis on a plusieurs catégories de burgers là, en épicerie, puis aussi évidemment dans les restaurants. Tout ça, on a aussi automatisé, puis on a travaillé à différents niveaux de l'entreprise pour pouvoir être plus efficace. Parce que évidemment, notre compétition nous arrive, il y a beaucoup de mondialisation dans nos secteurs d'activité, donc il faut être meilleur si on veut garder des prix là, compétitifs. Donc, je dirais que l'innovation fait en sorte que l'infrastructure de l'entreprise doit être modifiée au fur et à mesure qu'on essaie d'innover et de lancer de nouveaux produits. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce qu'aujourd'hui, je veux vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez, pour votre entreprise, engager quelqu'un
qui pourrait vous aider dans votre transformation numérique, eh bien, si c'est le cas, je vous invite à écouter le message qui suit. Nos bons amis chez Hello Darwin qui est une entreprise qui aide les organisations comme la vôtre à aller chercher différentes subventions. Eh bien, nos amis chez Hello Darwin nous ont parlé d'une nouvelle subvention qui s'appelle Nova Science, qui permet aux entreprises provinciales du Québec de pouvoir subventionner jusqu'à 50% le salaire d'une nouvelle embauche que vous allez faire pour quelqu'un dans la transformation numérique. Et cette subvention peut aller jusqu'à 75 000 $. Et la beauté avec Hello Darwin, c'est qu'ils vont faire les démarches avec le gouvernement provincial de A à Z pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous leur dites que vous êtes intéressé par la subvention. Eux vont prendre vos informations, vont faire le travail pour vous et ils vont être capables par la suite d'aller chercher la subvention. Et bonne nouvelle pour les auditeurs du podcast Hypercroissance, vous avez droit à 10% de rabais sur les services de Hello Darwin si vous vous rendez au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, rendez-vous sur le site Internet. Je vais également mettre un lien dans les notes de l'épisode. Parlez avec l'équipe de Hello Darwin. Allez chercher les subventions que vous avez le droit. Parce qu'au Québec, 80% des entreprises qui demandent pour des prêts, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises qui demandent pour des subventions et Hello Darwin est capable de faire le travail pour vous. Donc, rendez-vous sur le site web et allez chercher l'argent qui vous revient. De retour à l'épisode en cours. Ici, on parle un petit peu littéralement de vos établissements. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Si, disons, on allait vous visiter demain matin, qu'est-ce qu'on peut voir qu'on ne voyait peut-être pas dans le passé? Comment tout ça a changé? En fait, on aurait voulu changer les bâtiments, ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait des plans d'expansion. Et ça, d'ailleurs, c'est une anecdote assez le fun parce qu'on avait tous nos plans d'agrandissement, nous, avant la pandémie. Tout était fait, les plans étaient faits. Et puis, en avril, on devait commencer à creuser ici pour agrandir, pour pouvoir installer nos lignes de production de tartare dont je vous ai parlé, parce que en même temps que nos plans d'agrandissement, tous les nouveaux équipements avaient été commandés. Donc, ça venait de partout dans le monde, ces équipements-là. Puis, on s'attendait à les recevoir, disons, au moment où notre agrandissement serait terminé. Mais à cause de la pandémie, on n'a pas commencé les agrandissements. Parce que la construction a littéralement arrêté. Puis à l'automne, quand on a voulu recommencer le projet, bien, le coût de construction est augmenté de 40%. Donc, on a décidé de ne pas aller de l'avant concernant tout ce qui se passait, puis l'imprévisibilité aussi auquel on avait à faire face à cette époque-là. Parce que nous, on avait 50% de nos ventes qui étaient dans le restaurant. Puis je vous rappelle que le restaurant était pas mal fermé pendant la pandémie. Donc, on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Franchement, on s'en est super bien sortis, mais avec beaucoup d'imprévisibilité, je vous dirais. Donc, on a quand même reçu nos équipements sans faire des agrandissements. Et puis, on a fait preuve de beaucoup de créativité ici à l'interne. On a retravaillé toutes brasser les idées, puis essayer de voir comment on pouvait le faire. Puis aujourd'hui, on peut utiliser ces équipements-là, évidemment, avec un peu moins d'efficacité qu'on l'aurait voulu avec des agrandissements, mais quand même, on peut bien fonctionner. On a pu survirer de bord, comme on dit, puis pouvoir produire quand même, puis installer nos équipements. Mais c'était un petit bout très stressant, je dirais. Bien sûr, j'imagine. Et bon, je serais curieux, Madame Boivin, de savoir un peu, donc bien entendu, vous êtes la présidente directrice générale de l'entreprise. Vous avez été intégrée, on pourrait dire un petit peu par hasard à l'organisation grâce à votre conjoint qui était investisseur dans l'organisation. Quelle est la dynamique un petit peu qui s'installe? Est-ce que vous travaillez un peu ensemble pour le futur de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des séances de brainstorm qui se font ensemble? Vous êtes vraiment de votre côté à gérer l'organisation en tant que telle? Oui, Richard est impliqué dans l'entreprise dans la mesure où je vais lui en parler le soir au souper, ou sous l'oreiller, comme on dit, où vraiment, je vais lui l'informer, mais sans plus. Pas parce qu'il y a un rôle décisionnel, mais s'il me disait, par exemple, écoute, je suis pas d'accord ou ça, probablement que je prendrais en considération son avis, mais il le fait pas. Et il me laisse l'entière gestion de l'entreprise. Il me fait totalement confiance. Puis
On a beaucoup de discussions ensemble. Richard est un CPA, donc il est comptable, puis il est aussi fiscaliste. Donc, il est vraiment de bons conseils pour tous les aspects comptabilité. Par contre, ici, on a un comptable ici, un contrôleur financier qui est extraordinaire, puis qui est en production. Donc, évidemment, Richard lui laisse, s'en mêle pas. Sauf si, effectivement, vous lui en parlez. Il n'est pas du tout impliqué. Puis Richard est encore, était associé chez Gagnard et Associés jusqu'à tout récemment. Puis il est encore là en voie de sortie. De lui, il voudrait tranquillement, il délaisse là, au day-to-day. Mais ça fait 40 ans qu'il fait ça, puis il n'était pas nécessairement là, intéressé à s'en venir ici là, chez Grizzly. On parle beaucoup de taux de change, je vous dirais. On se lève pas mal le matin avec la conversion du dollar parce que tous nos achats chez Grizzly se font en dollars US. Fait que c'est quand même très important pour nous comme portion. Ouais, ça joue dans la balance. On n'a pas de boule de cristal ni un ni l'autre. Fait qu'on en discute, on prend des décisions. Mais mis à part ça, je vous dirais que le reste, il est impliqué, mais il me fait confiance là, totalement. Ça fait du sens. Et vous, votre rôle, ça ressemble à quoi aujourd'hui? À quoi ressemble une journée un petit peu? Du lundi au vendredi, quel type de mandat, quel type de décision, quel type de travail vous devez faire? Je dirais que mon travail, c'est souvent de faire la transversalité entre les différentes fonctions d'entreprise, s'assurer qu'il y a une coordination ensemble, que tout le monde se parle et que tout le monde rame dans le même sens. Je suis toujours en mode solution, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux à décider avec l'équipe, qu'est-ce que c'est l'intérêt de la compagnie. Puis évidemment, l'équipe est très autonome ici. C'est vraiment d'appuyer et de collaborer, là, d'amener un appui là, lorsqu'il y a une surcharge, de dire écoutez, donne-moi ça, je vais porter le ballon de ce projet-là. Et beaucoup de la bactériocine, notre bac M35 aussi. J'essaie d'éviter d'en ajouter. Mais au jour le jour, je dirais que c'est vraiment des éléments de transversalité, de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Puis évidemment, toute la question des décisions au niveau contractuel, au niveau réglementaire, au niveau de contrôle de qualité, toutes ces décisions-là avec les directeurs. Je dirais que c'est plus, on appelle ça management by walking around. On arrive le matin, bon, comment ça va ce matin, qu'est-ce qu'on a, faut faire une soumission pour tel projet, ou il faudrait acheter tel équipement, ou il faut embaucher du personnel, ou peu importe. Tout ce qui implique l'entreprise, je suis partout à essayer de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Bien sûr. Même s'ils n'ont pas nécessairement besoin de moi pour le faire. Non, honnêtement, ils non, mais il faut des fois avoir un petit peu de vision et de direction qu'on soit capable de donner à tout ça. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend dans les 12, les 24, les 36 prochains mois? Bien, écoutez, on a quand même un volume assez impressionnant de production. Il y a des décisions à prendre au niveau des infrastructures encore. Ce qu'on avait dû faire là, peut-être 3-4 ans est encore là, sur la planche à dessin, à savoir est-ce qu'on agrandit, est-ce qu'on peut déménager. Ça ne sera pas cette année. On va certainement gérer nos équipements parce qu'on vient de les avoir, on les a installés, tout ça. Il faut voir les performances, essayer de les amener à d'autres, au niveau qu'on doit les amener. Donc, évidemment, on en est encore à apprendre de ce qu'on a parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux équipements, beaucoup d'automatisation ici. Et donc, on veut être efficace avec ça. Mais à travers ça, bien évidemment, on augmente nos productions de jour en jour. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de place pour en ajouter. Donc, c'est des décisions. Les décisions vont être à prendre aujourd'hui. Je dirais que devant nous, pour quelques mois, on a un peu de stabilité, développer des nouveaux produits, mais pas tant que ça parce qu'on en a déjà beaucoup On a sorti là récemment un saumon fumé aux épices du guerrier. Peut-être vous l'avez vu passer là avec un partenariat. Puis on a d'autres partenariats qui s'en viennent avec des producteurs québécois, des personnes. Fait qu'on essaie faut leur donner un peu d'amour à ces produits-là, hein, faire en sorte que ça fonctionne bien. Fait que peut-être travailler plus au niveau marketing, etc. Donc, on est plus au niveau de stabilisation, essayer de rendre plus efficace ce qu'on est déjà sur notre table à dessin. Et puis voir en même temps, là, un petit peu en avant de nous, qu'est-ce qu'on va faire avec la place, puis qu'est-ce qu'on va faire avec les infrastructures comme telles. On devrait avoir une planification stratégique à l'automne. On va voir... on va prendre des meilleures décisions là, en équipe à ce moment-là.
Fantastique. Et bon, peut-être pour terminer, des petites questions personnelles. Est-ce que pour trouver des idées, essayer d'ajuster un petit peu notre manière de penser, vous faites des lectures d'affaires? Est-ce qu'il y a certains livres peut-être que vous avez lus que vous auriez à partager à notre audience? Je dirais que chez Exist, ce qui nous a aidé beaucoup, puis ce qui fait en sorte que on travaille en équipe, qu'il y a une belle collaboration, puis que chacun sait dans le respect. On a fait beaucoup de formations, puis on a beaucoup lu Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'est c'est des formations qu'on a eues, c'est plus en relations humaines, je dirais, mais c'est aussi comment on fait pour adresser des solutions, le stress, l'anxiété, s'adresser aux autres, amener les autres sans créer de conflit, etc. Donc, on a eu beaucoup de formations ici, toute l'équipe en équipe sur Dale Carnegie, mais il y a des livres qui existent de Dale Carnegie qui sont vraiment très impressionnants. Puis, moi, j'y crois. Je crois que apprendre à travailler dans le respect et en collaboration, évidemment, ça fait en sorte qu'au jour le jour, l'ambiance est le fun, puis c'est agréable de se lever le matin pour venir travailler. Non, c'est des excellents livres. How to Win Friends and to Influence People, un des meilleurs livres que j'ai lu dans le monde des affaires. Comment influencer, comment se faire des amis, puis comment gérer notre anxiété aussi. Je me souviens pas exactement des titres, mais puis le petit livre d'or là aussi là, sur les principes là, de Dale Carnegie. Là, c'est du genre. Non, totalement incroyable ce livre. Admettre tes erreurs avant de reprocher aux autres. Rappelle-toi du nom des gens, que la personne à qui tu t'adresses est la plus importante. C'est tout un livre de principes qui, finalement, sont pleins de gros bon sens. Énormément de sens. Et ça nous aide et c'est bon de le relire une fois par année. Oui. Parce que c'est un livre que souvent, on lit une fois et que si, en toute transparence, on oublie de relire, à un moment donné, on peut prendre des mauvais plis et c'est bon des fois de juste avoir quelqu'un qui nous redit les bonnes choses. Ouais. Mais ici, on a quand même souvent des expressions. Ouais, c'était pas ben Dale, hein, ton affaire. Là-dessus, j'ai pas mal utilisé Dale dans cette négociation-là. Parce que des fois, il faut respirer puis apprendre à gérer ses émotions. Et donc, c'est ça. Je suggère. Podcast, est-ce que vous en écoutez peut-être? Ou? Oui, j'en écoute, oui. Moi, j'aime beaucoup la géopolitique. J'aime beaucoup, j'adore entendre la géopolitique, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts en géopolitique, puis beaucoup de podcasts en philosophie aussi. J'adore aussi la philosophie. Est-ce que vous avez des noms pour nous, pour la géopolitique? Moi, ça va m'intéresser, ça. Des noms, c'est des podcasts avec un réseau de France internationale où il y a beaucoup je peux vous donner le nom du podcast si vous voulez. Là. Non, mais ça, c'est bon. Des bons podcasts pour aller s'inspirer un petit peu au niveau politique de ce qui se déroule à travers le monde. En géopolitique, là, j'en ai un. Là, c'est avec RFI, effectivement, le réseau de France internationale. Ça s'appelle Géopolitique. Puis, il y en a ceux, les enjeux internationaux. Là, c'est aussi avec France Culture. Se tenir à jour. C'est ça. Puis, sinon, en philosophie, je vous suggère Le Précepteur. Le Précepteur. Qui est très objectif dans ses propos, pour lesquels j'ai beaucoup d'intérêt. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que j'ai envie de vous parler d'un nouveau partenaire pour le podcast et j'ai nommé l'École d'entrepreneurship de Beauce. Si vous êtes un entrepreneur et vous cherchez à passer à la vitesse supérieure, l'École d'entrepreneurship de Beauce, fondée par Marc Dutil, est l'endroit parfait pour vous. Et ce que je trouve totalement fascinant, c'est que depuis que j'ai lancé le podcast Hypercroissance en 2018, j'ai des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui sont également passés par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mais ils ne sont pas seuls parce qu'il y a eu plus de 1100 entrepreneurs diplômés depuis le lancement et l'EB offre des programmes adaptés à tous les niveaux, comme le programme Élite pour les entrepreneurs expérimentés et le programme Émergence pour ceux qui souhaitent consolider leur leadership et également faire avancer leur entreprise qui débute. Et ce qui rend l'EB unique, c'est son approche entrepreneur à entrepreneur où des chefs d'entreprise expérimentés vous enseignent directement les clés du succès et comment faire croître son entreprise ou même la faire passer en hypercroissance. Donc, si vous êtes prêt à vous entourer des meilleurs et à propulser votre entreprise à un autre niveau, découvrez l'EB sur eebauce.com. Donc, je le répète, eebauce.com. Et c'est l'école qui a transformé le parcours de tant d'entrepreneurs québécois.
Fantastique. Et bon, peut-être pour terminer, à quoi ressemble la routine de Laura Boivin avant, pendant et après le travail? Avant le travail, évidemment, je me lève en prenant les courriels, là, puis en regardant le taux de change. La situation politique, parce que tout a une influence sur le dollar, tout a une influence, même dans le secteur du saumon, il y a de la spéculation, il y a une bourse du saumon, il y a une bourse donc évidemment pour nous, tout ce qui se passe au niveau politique a une influence pour nous. Et puis les emails, après ça, je vais rentrer, je vais faire une tournée au niveau des personnes, des directeurs de notre usine. Comment ça va un matin? Bon, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? T'es rendu où dans tel projet? On avance-tu dans là, etc. Et puis, après ça, je vais évidemment répondre aux courriels, faire des demandes d'aide. Souvent, les demandes de subventions, les relations extérieures, c'est moi aussi, avec les pouvoirs politiques, l'administration, les collègues. J'ai la présidence d'un groupe export qui est un groupe qui aide les entreprises à exporter. Je suis aussi partie du CETAC, Conseil de transformation alimentaire du Québec, du Centre de recherche industrielle en bioalimentaire ici à Québec. Donc, je siège sur différents conseils d'administration aussi. Donc, dans la journée, ça va arriver que je vais aller siéger sur ces conseils d'administration-là. Et puis sinon, en revenant le soir, moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cuisiner. Donc, c'est sûr que c'est moi qui fais le souper. Puis, j'aime beaucoup essayer toutes sortes de choses, recevoir mes enfants la fin de semaine. Puis, je travaille avec ma fille au jour le jour. Fait que c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer de mieux. Bien sûr. Non, c'est bien vous entendre. Puis, si on veut en savoir un petit peu plus, Mme Boivin, meilleur endroit pour vous rejoindre, autant pour vous que pour l'entreprise? Bien évidemment, lb@commercialgrizzly.qc.ca. Je prends mes courriels sans trop de délai. Sinon, évidemment, je suis sur LinkedIn, puis je suis aussi Grizzly sur Facebook. Vous pouvez y avoir plusieurs recettes et plusieurs idées. Puis notre site web, grizzly.qc.ca. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Laura Boivin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très belle histoire, très intéressant de voir l'évolution que vous avez été capable de mettre en place depuis votre arrivée en 2010. Félicitations pour tout ça. Félicitations également pour les recherches que vous avez faites avec le BACME 35. Et on va s'assurer de donner un maximum d'informations à nos auditeurs dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.